Enchanté de vous rencontrer, Denis Coquet. Quand on écoute ce que Muriel nous dit, on voit bien qu'on est face à des organisations, des personnes qui sont en évolution, en changement, en transformation. Moi, c'est des thèmes sur lesquels j'ai été mobilisé assez tôt, mais à titre personnel, pas d'abord à titre pro. Je me souviens de Pindare, qui était un présocratique, qui disait « deviens qui tu es ». Je ne sais pas de faire ce pourquoi tu es fait, mais de devenir. On est déjà ancré dans l'être. On est avant Socrate, on est dans les tout premiers, c'est notre socle philosophique. Deviens qui tu es, et Nietzsche ajoutera, fais ce que toi seul peux faire. Beau défi pour nos entreprises, deviens qui tu es et fais ce que toi seul peux faire. Alors si je vous pose la question, comment êtes-vous devenu qui vous êtes? Qu'est-ce qui a concouru au fait que vous deveniez qui vous êtes? Alors, si je la jouais à Édouard Baird, je vous dirais la vie est faite de rencontres. Et de fait, c'est ce qui se passe. Vous avez remarqué, mais on est comme des coffres-forts dont on n'a pas la clé. C'est étrange, hein? Et en fait, ce qui va ouvrir l'intérieur, c'est bien évidemment des rencontres du dehors où il y aura des médiations qui vont permettre d'accéder au plus profond. On serait tous capables de dire, je vous invite à le faire, hein, citez-moi les 5 grandes rencontres qui ont concouru à vous permettre d'être qui vous êtes maintenant. En fin d'année, c'est sympa de faire ça. Vous allez voir, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elles arrivent très tôt, souvent avant 25 ans. Et c'est des rencontres qui vont être décisives, quoi. On va prendre une voie d'études, on va prendre une carrière, on va prendre une autre voie, alors on va prendre des voies de continuité, des voies de rupture, mais je pense qu'ils nous permettent d'advenir à qui nous sommes, ce sont des rencontres. Alors, moi j'ai eu des rencontres solaires, hein, que ce soit un professeur, que ce soit une amoureuse, que ce soit... Enfin, il y a les voies qui vous ouvrent l'esprit, vous avez les voies qui vous ouvrent le cœur. Et puis personnellement, à 18 ans, j'ai rencontré un mur en moto. Comment dire? C'était pas prévu. Vous voyez, dans le programme, on peut avoir des choses un peu programmatiques. C'était pas prévu. Et dans ce genre de rencontre, ordinairement, c'est le plus intelligent qui cède le premier. Donc ça a été moi. Et le mur s'en est relativement bien sorti. Et moi, je me suis retrouvé à 18 ans privé de l'usage d'un bras. Donc, je passais le bac comme tout le monde en juin. Et j'ai cartonné en décane en septembre. Donc s'il y a des motards dans la salle, vous savez qu'en moto, il y a 2 grandes catégories d'accidents. Hein. Il y a les cons et les très cons. D'accord ? Moi, je suis dans la 2e catégorie. Route sèche, pas d'obstacle, pas de prise de risque. Enfin bon, le truc totalement idiot, mais avec des conséquences plutôt lourdes. Pourquoi ? Parce que je suis droitier, que j'ai perdu l'usage du bras droit. Et là, au lieu d'être dans une croissance en mode continu, là, le disruptif est arrivé... un PDD, vous voyez, un putain de disruptif. Le truc qui n'est pas contournable. Et là, alors que vous étiez dans une croissance assez continue, arrive quelque chose qui arrête la croissance, net. Et en plus, quand ça touche le corps, alors que ce soit le corps personnel, le corps de l'entreprise, je me souviens avoir été parlé en 2008 aux décolleteurs dans la vallée de l'Arve qui étaient en train de perdre qui 30, qui 50, qui 60% du chiffre d'affaires. Et je leur disais, moi j'ai eu à faire face en perdant 50% des membres antérieurs. Je dirais même 65 parce que j'étais droitier. Je suis arrivé en fac, je ne savais pas écrire. C'est pour ça que j'ai fait une fac de lettres. Elle est con celle-là, hein. Même elle me détend. Donc vous voyez le moment où, quand on parle de transformation, on peut être dans un champ de continuité, comme soudainement, par des événements un peu inattendus, dans un champ de rupture. Et donc moi j'ai eu à développer d'abord à l'intérieur, comment je fais face. Est-ce que je fais face en mode simplement réactif, où vous oscillez entre Calimero qui se plaint, Kill Bill qui se venge. Ça va très mal, mais je vous préviens, ça va chier. Oui. Donc ça, la réactivité, on la connaît, en tant que dirigeant, on la connaît aussi, quand on est mis en péril. Sauf que Calimero Kill Bill, vous ne le savez peut-être pas, on met un enfant, je ne veux pas savoir comment, c'est Don Quichotte. Alors Don Quichotte, il n'est pas victimal, il n'est pas vengeur, il se trompe de combat. Et en fait, dans les temps qui sont les nôtres actuels, on a une véritable question. Un changement, un mouvement, si vous n'en pigez pas la nature, vous le subissez. Vous savez, quand les surfeurs ils sont sous l'eau, d'un coup, il y en a un qui sort, il est sur l'eau. Pourquoi ? Parce qu'il a pigé le lien entre le mouvement, sa planche et sa position. Et dans les temps qui sont les nôtres, je ne sais pas si vous trouvez les temps qui sont les nôtres très intelligibles, très facile à comprendre. Personnellement, non. Et donc, ce que j'aimerais, avec Muriel, vous donner peut-être à découvrir ce soir un peu plus profondément, c'est d'essayer d'avoir une compréhension du temps dans lequel nous sommes,
où ce qui va permettre de réussir n'est peut-être pas la capitalisation de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Vous savez que réussir veut dire étymologiquement trouver une issue. Alors personnellement, moi j'ai été assigné à un moment donné dans ma vie sur le fait de trouver une issue pour ne pas être plaintif, vengeur ou me tromper de combat. Sachant que cette réactivité, on la garde tous à l'intérieur de soi. Il ne s'agit pas de réagir, mais de répondre aux enjeux de maintenant. Si vous voulez répondre aux enjeux de maintenant, il faut un peu les comprendre. Et c'est vrai qu'on voit bien dans les temps qui sont les nôtres maintenant, moi j'accompagne, j'ai aussi mon cabinet de conseil, j'interviens pour l'APM, pour le CJD, pour le FBN, un peu partout dans le monde, et je vois bien actuellement, il y a un vrai questionnement. Ce qui a fonctionné jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut simplement l'améliorer pour que ça devienne efficient, ou est-ce qu'il y a de nouveaux repères à découvrir pour se situer nouvellement? Et ce qu'on va essayer de vous apporter ce soir, c'est un certain nombre de nouveaux repères qui sont le fruit de cette étude que j'ai eue moi pendant de nombreuses années. Alors, pour vous faire court, histoire de faire bien disruptif, après avoir pris un mur en moto, je suis parti faire des études, et puis comme tout changement qui vient vous chercher dans la profondeur, à un moment donné, j'ai eu besoin d'un milieu de vie qui me permette d'accéder à la profondeur. Alors on n'a pas fait exprès, mais la rencontre de ce soir, vous voyez, c'est un milieu de vie qui nous fait descendre dans la profondeur. On va vous le vendre comme si c'était exprès, c'est pas vrai. J'ai découvert que ça allait être en profondeur. Mais vous voyez, ce qu'on vit corporellement là, l'intérêt c'est de le vivre à l'intérieur. Vous savez, c'est une chose toute simple que moi j'ai appris. Si vous voulez faire face à de la complexité d'une manière opérante, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être debout dans de la simplicité. Parce que si vous êtes debout dans de la complexité pour gérer de la complexité, ça va être complexe. Et les équipes vont le sentir. Donc la simplicité, c'est quoi? On va la trouver où, la simplicité? Il faut descendre de ce que vous faites à ce que vous vivez, à qui vous êtes. Parce que ce que vous faites peut être multiple. Ce que vous vivez, les relations que vous vivez sont multiples. Votre être, il est unique. On vous remercie d'être venu avec, d'ailleurs. Le propre de l'être, c'est l'unicité. Alors là, il se passe un truc très étonnant. C'est que de parler de l'être unique, la philosophie le fait depuis des millénaires, et maintenant on en entend parler en entreprise. C'est très nouveau ça. Ça a 15 ans qu'on en parle avec cette acuité-là. Alors simplement pour mon petit parcours, quand j'ai cherché un milieu de vie propice à descendre dans ces profondeurs-là, je suis devenu moine. Le premier qui me parle de moine power, ça va m'énerver. Je vous préviens tout de suite. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, elles sont faciles même de me détendre, tu vois, ce genre de trucs. Puis c'est pas cher ces cadeaux, soit. Alors, pourquoi j'ai choisi cette vie? Parce que c'est une des rares vies, outre qu'il faut un sérieux coup de foudre intérieur pour y aller, où tout est fait pour descendre en profondeur. Cette vie, elle est faite pour 3 choses. Prendre du recul, pas coller à l'opérationnel, de la hauteur, et pour prétendre prendre de la hauteur, gagner en profondeur. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années, 12. Et puis, j'ai énormément appris. Je pensais d'ailleurs y rester. Et puis, à ma grande surprise, un tournant est arrivé, alors simplement entre nous. Quand votre intelligence vous éclaire sur le fait qu'il faut prendre un tournant, et que vous n'écoutez pas. Quand votre cœur vient vous dire, ça serait bien que tu tournes, et que vous n'écoutez pas. Quand vos proches s'y mettent et que vous n'écoutez pas. C'est qui le dernier qui parle? C'est le corps, merci. On sent des hommes d'expérience. Ben ouais, c'est le corps. J'aurais dit le mur. Quand l'un rencontre l'autre, je suis assez d'accord. On peut avoir les deux. Normalement, quand tu prends le mur, ton corps te dit que tu n'es pas fait tour. Mais alors tu peux avoir le mur extérieur, je suis assez d'accord. Et puis tu peux avoir le mur intérieur. Et moi, au bout d'une dizaine d'années, j'ai compris que cette vie que je menais, qui était extrêmement forte et signifiante, je croyais m'y établir, et j'ai entendu intérieurement, via mon corps, qu'il était temps de partir ailleurs et de garder ce que j'y avais appris pour le donner ailleurs et autrement. Et cette merveilleuse fiche de route qui normalement devrait vous émouvoir, c'est le moment d'émotion, je suis allé en parler à Pôle emploi, à Métro Opéra. Donc vous imaginez le sketch, j'arrive, en face de moi j'ai une fille qui me dit « poste occupé ces 10 dernières années ». Je suis moine. Pardon. Donc je lui redis. Je vous assure que j'exagère pas. Et moi j'étais tout gêné. Je dis j'étais moine. Et là c'est comme dans Tex Avery, elle a les yeux qui font. Elle pianote, la sueur coule. Et au bout de 5 minutes, elle me dit monsieur, vous êtes HC.
Et là, tu comprends que c'est grave, tu as une pathologie aggravée. Et moi, je sais pas, je suis tout tremblant, je dis c'est quoi? Elle me dit hors cadre, hors catégorie. Et elle me dit écoutez, on est désolé, on peut rien pour vous. Je rentrais dans aucune case de Pôle emploi. Et je t'assure, quand tu descends de la planète moine, c'est un grand moment pour prendre ton élan sur la planète pro. Et en fait, quand le mur arrive, et qu'il arrive par le système, les portes, elles arrivent par quoi? Par où surviennent les portes? Alors c'est un petit détail que je vous donne, mais qui est tout simple. Quand le système se ferme, la porte, elle arrive toujours par l'homme. Par l'homme. Le système se ferme, la porte, tu vas le trouver ou en toi, ou par la rencontre avec quelqu'un. Il n'y en a pas 25 000 de portes. Et là, la rencontre d'un dirigeant d'entreprise à qui j'ai fait part de mon périple m'a dit, je vous souviens toujours, je sais à qui tu peux parler. Donc là, tu es content parce que tu ne sais pas trop. Il dit aux dirigeants d'entreprise. Alors moi, cette pathologie, je l'avais connue étant jeune, mon père étant dirigeant d'entreprise, ça te permet très tôt de détester l'entreprise. Parce que c'est une maîtresse socialement reconnue. Ça rend les papas tard et fatigués quand tu es enfant. D'accord ? Et puis là, je me suis retrouvé, et à ma grande surprise, alors que j'avais un parcours extrêmement atypique, qui m'avait aguerri sur l'humain, aguerri sur la vision, aguerri sur l'intériorité, je me suis retrouvé comme interlocuteur des dirigeants, des managers, et je me suis rendu compte qu'ils avaient les mêmes enjeux. Gagner en vision pour être capable de dire qui on est et où on va, on en reparlera après, identité, finalité, qui on est, ADN, identité, où on va, finalité. On attend quand même ça de quelqu'un qui dirige. Je rappelle que diriger, c'est donner une direction. Intériorité, comment on peut accéder à l'intérieur de soi, des autres, aux ressources les plus profondes pour parvenir à prendre des tournants. D'accord ? Et puis, arriver, à partir de là, à prendre, et on le sait très bien en tant que dirigeant, les bonnes décisions. Donc je me suis retrouvé à faire ça fait une quinzaine d'années maintenant. Et avec bonheur, saveur, un peu de décalage aussi. Et en fait, je me mets à entendre des choses assez étonnantes. La raison d'être, c'est ce qui préside à l'entrée dans la vie monastique. Bien sûr, la raison d'être, c'est deux mots qui sont extrêmement spirituels. Si je vous demande des raisons de pourquoi vous faites ce que vous faites, la raison de faire, ça va aller. Vous allez parler de votre métier et de vos compétences. Si je vous demande votre raison de vivre, vous allez me parler de votre chéri, je suis sûr. Normalement, on va arriver par le biais de l'amour, vous allez me parler de vos amours, vos amis et de vos emmerdes. Normalement, ça va avec. Mais normalement, on va être dans la boucle. Si je vous demande votre raison d'être, à quoi, qui vous êtes appelé. C'est un langage extrêmement spirituel. Et bien, étonnamment, on se met à en parler en entreprise. Donc, quand on pose la question, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est un levier de croissance? Ce que j'aimerais maintenant, c'est vous montrer, alors très rapidement, je vais vous le montrer par grande séquence historique. Donc, mon propos, comme il sera typologique, sera trop étroit. On n'a pas un formatant qui va nous permettre de le creuser. Je vous donne quelques repères. On a du matériel, c'est un matériel américain. Alors, on en a fait usage avec un enjeu. Ça ne tombe pas en panne. C'est incroyable, sauf que pour qu'il fonctionne, il faut des marqueurs. Et ben voilà, vous coopérez avec nous, merci. Alors, je vous donne simplement des marqueurs, un petit marqueur. Si on regarde le monde de l'entreprise, est-ce que la raison d'être, c'est un effet de mode ou un levier de croissance? D'où ça sort la raison d'être? Alors je vous propose une petite typologie historique, toute simple. Je vais vous mettre des grands repères. Ils sont déjà faux à partir du moment où je vous les mets, parce que le réel est beaucoup plus fin que ce que je prétends en dire. Mais ça va être comme des étoiles qui vont permettre de nous orienter. Si on prend l'après-guerre, et qu'on va jusqu'aux années, il faudrait dire quasiment, si on est en France 69, on va aller jusqu'à Pompidou, quel était le grand enjeu de l'entreprise? C'est quoi le grand enjeu de l'entreprise dans l'après-guerre? Reconstruire. Ah ben voilà. Vous passez en deuxième semaine. Effectivement, le grand... Ouais, non, d'accord. Vous allez bientôt pouvoir appuyer sur les boutons. C'est juste pas après. de lumière. Oui, c'est ça. Je veux rester dans l'ombre. Oui. Quelle noblesse d'âme. Alors, on est d'accord, reconstruire, donc on est sur une dynamique du faire. D'accord ? Il s'agit de faire et de reconstruire pour parvenir à quoi? À répondre à des enjeux matériels de reconstruction et avec une grande logique produit.
D'accord? Ce qui va réclamer quoi en face? Comment on arrive à faire ça? Bah, une intelligence des métiers, parce que sinon on ne fait pas qualitativement, une maîtrise des compétences et une excellence des savoir-faire. Et un Marshall. Un plan Marshall. Ah, ça peut aider. Donc il y a un moment de la nostalgie d'ailleurs. Ouais, mais alors ne commence pas toi avec les bras, hein, parce que alors moi, j'essaie de me mettre à nager, je tourne en rond, c'est pourri. Oui, et on est bien d'accord, c'est qu'il faut quand même de la main-d'œuvre. On est bien d'accord. Mais c'est extrêmement intelligible ça. C'est des périodes de l'histoire extrêmement lisibles. On doit reconstruire, faire face à des enjeux matériels. Pour ça, il faut être en capacité de produire. Pour produire, une maîtrise des métiers, une acquisition de compétences, une excellence dans les savoir-faire et, effectivement, des gens pour le faire. Bon. Sauf que, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Mais il se passe un moment qui est bien connu des économistes, c'est qu'on passe d'une économie de besoin à une économie de marché. Pourquoi? Là, parce qu'on a satisfait tous les besoins. Et que quoi? Et qu'on continue de produire. Ben mince alors. Alors comment on fait, hein? Et là, on va travailler de manière additionnelle. D'accord? C'est pas fromage ou dessert. On va se mettre des années 70, on va dire aux années à peu près 90, à être attentif à quoi? Qu'est-ce qui est monté en puissance dans la réflexion pendant ces années-là? On a gardé cette volonté de maîtrise des métiers et on s'est mis à être attentif à quoi? Alors, à deux choses. Oui, alors des besoins de quelle nature? Pas les besoins matériels, les besoins relationnels. Qui a connu ici les chefs du personnel? Vous vous souvenez? C'était au siècle dernier, les gars, hein? Et c'est pas si loin. On a connu ça. Chef du personnel. Ça veut dire quoi? Il faut faire citer les anciens militaires. Oui, C'est un peu ça, c'est vrai. Alors, ça, on pourrait le préciser. Vous ne croyez pas si bien dire, puisque quand on a réuni des collectifs pour produire ensemble il y a 150 ans et qu'on a appelé ça une entreprise, c'est récent, hein, l'entreprise. Le travail, c'est consubstantiel à l'humain. Ça a fait civilisation. On travaille depuis des millénaires. L'entreprise, c'est un modèle qui a 150-200 ans. C'est très récent. Et donc, pourquoi on s'est mis à générer des entreprises? Pour produire plus vite, mieux et moins cher. On était sur du grossier. Okay? Bon. Une fois qu'on a dit ça, alors pourquoi la remarque de monsieur est votre prénom? Jean-Luc. Jean-Luc, pourquoi elle est extrêmement pertinente? Parce que quand il s'est agi de réunir un collectif pour le faire être efficace au mieux, à votre avis, on a pris quel référentiel? La schlag. Oui, mais la schlag élégante, la schlag militaire. Ouais, les fusils 100 balles. Quoi. Voilà. Ils auraient fait appel au référentiel monastique, ça serait passé différemment. Les premiers modèles entrepreneuriaux, ils sont là. Hein. Ils n'ont qu'un siècle. Mais effectivement, le référentiel militaire, on avait des adjudants, c'est des chefs d'atelier, sur des structures profondément pyramidales, en vue de quoi? Produire ensemble de manière efficiente et obtenir des résultats à moindre coût. Et vous savez quoi? Ça marche. À quel prix? Du point de vue matériel, ça marche. Mais ce qui commence à fortement dérouiller, c'est quoi? Ben, c'est l'humain. Donc on s'est mis à s'intéresser à quoi dans ces années-là? On s'est mis à s'intéresser à la relation. La relation avec deux visages, la relation interne, on s'est mis à s'intéresser aux collaborateurs et on a eu des ressources humaines. Et on s'est mis en externe à s'intéresser à quoi? Aux clients. On s'est mis à parler de relations collaborateurs, de relations clients. Moi, mon père qui était dans le bâtiment, il est resté centré sur cet enjeu-là. D'accord? Et quand je lui ai demandé comment il s'occupait de la relation collaborateur et client, c'est ce qu'il m'a répondu? Au bruit. Tant que ça gueulait pas trop fort, c'est que ça allait. Bon, là, on est très archaïque quand même. Hein. Bon, après, il nous élevait un peu comme ça aussi. Regardez ce que ça donne. Enfin, c'est une misère. Mais vous voyez, l'attention à la relation n'était pas ultra présente. Là, on s'est mis à adjoindre au sens du faire le sens du vivre. Et ce n'était pas vrai que dans l'entreprise. Si vous regardez les réclames des années 50-70,
et les publicités des années 70-90, c'est pas du tout la même chose. Là, on vous vend un produit et son usage, en vous vantant quoi? Sa fiabilité. Et là, on vous vend la vie qui va avec. Vous vous souvenez de Hollywood Chewing Gum? Moi, j'ai fantasmé là-dessus pendant toute mon adolescence. Attends, tu bouffais ce truc, t'étais dans un canoë avec des jolies filles, et alors moi, je suis allé acheter le truc, j'attends toujours le canoë et les jolies filles. Il y a une différence entre le tourisme et l'immigration. Bon. Mais on a insisté sur quoi? La qualité de vie à travers une intelligence de la relation interne collaborateur, externe client. Alors, comme je le promeux, là on dirait que tout est en train de s'humaniser. Quand vous regardez de près, ça nous a permis de mieux manipuler les collaborateurs et les clients pour mieux vendre. Bon, la conclusion est un peu brutale, hein, j'en conviens, mais on ne va quand même pas saupoudrer ça de sens pour nous faire croire que. Alors, raison de faire, raison de vivre. On a essayé d'adjoindre à la raison de faire la raison de vivre. Et puis, dans les années 90, 2000, il s'est passé quoi? L'historien dirait 95 ans. Il s'est passé quoi? Il s'est passé un truc très nouveau qui s'appelle la financiarisation. Alors ça, fallait déjà l'inventer. C'est qu'on a coupé, pas simplement le capital du travail, mais l'économie du mouvement économique, et on s'est mis à spéculer. La spéculation, c'est un truc vachement intéressant. Pourquoi? On décroche l'avoir de l'activité et on décroche l'avoir de la relation à l'autre pour le promouvoir. D'accord? Et donc là, dans ces années-là, on a une montée en puissance massive de l'avoir avec l'époque dite de la financiarisation. Ça a donné quoi, ça? Des bulles. Ah, des paquets de bulles, ouais. Puis qui pétillaient pas tant. Hein. Parce qu'on s'est rendu compte que cet avoir qu'on envisageait pour le faire spéculer pour et par lui-même se mettait à mettre en péril quoi? Les deux niveaux supérieurs. C'est-à-dire l'activité, l'exercice des métiers, la dimension matérielle, la relation collaborateur-client, et quand vous additionnez les deux, l'humain. Hein. Parce que là, l'humain dérouille bien. Hein. Là, ça dérouille grave. Et c'est là où l'homme est extraordinaire. C'est là où moi, ça me fascine. C'est que l'homme, quand vous le contraignez à partir loin de qui il est, il se passe quoi? Il subit dans un premier temps, en mode Calimero, il réagit dans un deuxième temps, en mode Kill Bill, il peut se bourrer de combat en mode Don Quichotte, mais il y a un fond en lui, ce qu'on appelle croître par opposition, qui va se mettre à s'affirmer. Et là, on a assisté dans les années 2000 à un truc très étonnant. On ne s'est pas mis à affirmer la nécessité de faire ou la nécessité de vivre. À partir des années 2000, alors on a eu quelques têtes de pont là-dessus, hein, on s'est mis à parler de quoi? Ouais, de l'être. Et ça, c'est le magnifique effet balancier. C'est qu'on a tellement poussé dans l'ordre de l'avoir que l'ordre de l'être s'est mis à monter. Alors l'être, ça veut dire quoi? Alors attention, hein, c'est des distinctions, je ne les suis parce que regardez, je vous le fais en cours. Moi, je suis un être. On est tous d'accord là-dessus? C'est enthousiasme. On avait dit que normalement les gens décrivent. Enfin bon, c'est je vis une relation avec vous. Je suis en train d'initier. Et ensemble, nous faisons quelque chose qui est un échange de conférences. Donc les trois sont très intimement liés. D'accord? Mais regardez la forme que nous avons choisie ce soir. Elle est extrêmement centrée sur quoi? Sur vos personnes et les nôtres. Pour essayer de vivre une qualité de relation, on est dans un lieu décalé pour parvenir à faire quelque chose ensemble. On a renversé la pyramide. Ça fait depuis les années 2000 que c'est très présent. Comme vous me disiez, c'est pas le seul lieu à Lyon qui est comme ça. Il y en a d'autres. D'accord? Alors, l'être, ça veut dire quoi? Vous avez deux regards sur l'être. Vous l'avez un sur l'entreprise et deux sur la personne. D'accord? C'est quoi la caractéristique de l'activité? Elle est plurielle, multiple. C'est quoi la caractéristique de la relation? Elle est plurielle, multiple. On a plusieurs activités, plusieurs relations. C'est quoi la caractéristique de l'être? Unique.
l'unicité. Là, on est dans le domaine de l'unique. Ah! Alors, ça me fait de remarrer parce qu'en arrière-fond de vous, on a think different. Sauf que là, il fait que thinker. Il est un peu poussif sur le different. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait marrer quand on est arrivé. Ce soir, on va faire que penser, vous voyez. Différent, on n'a pas le jus, la production est faible en moyens. Mais ça, c'est typiquement une phrase de ces années-là. Steve Jobs, il faisait quoi? Si on le prend en 3D, du point de vue du faire, il est d'une polyvalence absolument sidérante. Du point de vue de l'avoir, il est capable d'aller très haut et très bas. Du point de vue de la relation à l'autre, c'est une catastrophe. Donc il n'est pas comme manager, si vous voulez, pas obligé. Par contre, qu'est-ce qu'il avait complètement en tête? La singularité de ce dont il était porteur, lui, afin de quoi? Penser différemment pour faire quoi? Changer le monde. Il y en a beaucoup qui ont voulu changer le monde. Il n'y en a pas des tonnes qui sont arrivées. Alors, quel changement? On est tous là pour le faire. Oui. Dans quel sens? Peu importe. Ah ben voilà. Mais le matin, quand on se lève, on se dit quoi? Ouais, dites-moi. Si on se dit pas, on va changer Ouais. une petite partie du monde, on va se recoucher. Ouais. Le baf. Ou sur les deux. C'est ça. Ben, souvent, il y a la première lame tire le poil, la deuxième la coupe. Ça commence comme ça. Alors, on va se rendre compte d'un truc, et c'est très propre à ces années-là, c'est que celui qui prétend changer le monde doit commencer par faire quoi? Se changer lui. Alors ça, c'était un peu nouveau, vous voyez. Vous savez pourquoi les chats ont des moustaches? Parce que Noël m'a dit qu'il faut traiter que les sujets essentiels. Pourquoi les chats ont des moustaches? Pour sentir le monde. Ouais. C'est du calibrage tactile. Si les moustaches passent, le chat passe. J'ai dit ça à Strasbourg dans un club de dirigeants. Au premier rang. Vous savez, quand vous parlez à un auditoire, vous ne voyez pas le premier rang. Et au premier rang, j'assure, c'est un vrai sketch, je dis si les moustaches passent, le chat passe, et au premier rang, je vois un monsieur. Comment vous dire? Comment je vais vous le décrire? Vous voyez Offenbach qui rencontrerait Clémenceau. Vous voyez les rouflaquettes et le monsieur, il devait faire un bon quintal. Comment vous le trouvez? Facilement. On n'allait pas le rater. Il s'est levé, il est sorti. Alors non, il m'a regardé, alors mieux que ça, il m'a regardé impassible et il m'a dit « Moi, monsieur, si les moustaches passent, je ne passe pas. » Merci, c'est ce que je lui ai dit, vous n'êtes pas un chat. Alors ça, c'est l'acuité de compréhension des années 2000. C'est que si vous voulez... Ah bah ouais, non, on a vachement répété, hein. Pas des heures de répétition. C'est moi qui éteins le diffuseur. Ah ouais. On n'est pas compte de la production, des moyens. Et là, il se passe un truc étonnant. Alors, Gandhi l'avait déjà dit, hein. Soyez dans le monde, le changement, vous voudriez y voir. Le lien de l'effet papillon. Si vous prétendez un puissant changement à l'extérieur, commencez par un profond changement intérieur. Ça, vous consultez n'importe quel moine de 5e catégorie, il va vous l'expliquer. Hein. Il y a 20 siècles de sagesse derrière, 15, 5e siècle en Égypte, on le savait. Et étonnamment, cette découverte-là qui est propre au monde plus, on qualifierait de spirituel, devient une évidence partagée jusque dans le monde de l'entreprise. Et là, on s'est mis à parler de la raison d'être de ma personne. Donc si vous ne voyez pas ce que c'est que la raison d'être de la personne, parlez-en à vos enfants. Vous allez voir la vitesse où il démarre. Parce que nous, notre génération, c'était quoi? Comment on faisait, nous, quand nous étions jeunes, beaux, fringants? Nous regardions le monde du travail. Nous avions 20 à 25 ans. Donc là, normalement, il y avait une musique, du vent, enfin bon. On regardait le monde du travail, on lui était extérieur, il fallait lui devenir intérieur. Le grand enjeu, c'était quoi? Réussir. Ouais, mais réussir à quoi? Sa vie professionnelle. Ouais, il faut quoi pour ça? Le job. Merci. Il faut un boulot. C'est-à-dire qu'il faut s'intégrer. S'intégrer, pour s'intégrer, pourquoi? Arriver à faire. Nous, nos générations, on était très câblés sur le fait d'arriver à faire. On était extérieur du monde du travail, il fallait le devenir. Non? Moi, je suis pas de la génération. Ah, les mecs qui se vexent, là. T'as quel âge? T'as quel âge? J'ai 39 ans. Ah ouais, il est post-Y quand même. Il n'est pas dans la génération Y, il est après.
Mais justement, on va voir qu'effectivement, ça a bougé. Pourquoi je vous dis ça? Ma génération, on est face à la nécessité de faire. Grande question, je fais extérieur mon travail, il faut que vous voyez l'intérieur. Enjeu d'intégration. On est très prêt à quoi pour ça? À quoi? Rentrer dans le moule. Ouais, effectivement. Donc la question de l'être S'intégrer, se conformer, oui. est absolument pas centrale. Je pose une fois, je suis que c'est vrai, dans un club de dirigeants comme ça, vous étiez prêt à quoi? Et j'en ai un qui me dit, moi, j'étais prêt à coucher. Personne n'a oublié. Attends, alors, tu crois pas si bien dire? Il y a une nénette en face qui le regarde et qui lui dit, Ça dépend. ouais, à l'époque, tu pouvais. Bon, ça a mis une ambiance tout de suite dans la soirée. Et après, il a ajouté avec un petit sourire narquois, moi, j'ai épousé la fille du patron. Donc, effectivement, il a couché pour réussir. Bon, c'est pas la voie royale. Hein. Je dis pas qu'après, on ne pourra pas se voir pour en parler. Mais c'est pas la voie commune. Surtout s'il a déposé le bilan le lendemain. Là, t'es mal. Non, le pire, c'est quand il divorce et qu'il garde la boîte. Pas le pire, c'est très fort. Oui, bah ça y est, tu as révélé ta vraie nature. Voilà. Non mais là, yes. Alors, s'intégrer avec comme polarité, faire. Une fois que tu es dedans, c'est quoi le grand enjeu? D'y rester, on est bien d'accord. Regardez la fille du patron. C'est quoi quand tu es à l'intérieur de la boîte? Il faut arriver à prouver ta valeur. Tu n'es plus en attente d'intégration, mais de reconnaissance. Tu as deux enjeux. Prouver à l'autre ta valeur et se prouver à toi ta valeur. C'est un double effet de reconnaissance. Parce que d'abord, tu te découvres aussi au travail. Hein. Tu as besoin de prendre un peu tes marques. Donc tu passes d'un enjeu matériel pour parvenir à faire à un enjeu relationnel où tu te tiens debout dans ton regard et dans le regard de l'autre et t'espères quoi? Être reconnu. Tu passes d'un enjeu d'intégration à un enjeu de démonstration. Ok? Une fois que tu as 40 ans, tu es moins le malin. Hein. Je suis pas encore. Ouais, c'est ça. Il nous énerve, hein, le gars là. Hein. Sécurité. Normalement, regarde, ça fait 20 piges que tu bosses pour t'intégrer et faire une démonstration de ta valeur. Normalement, autour de 40, tu devrais faire quoi? Prendre ta retraite. En profiter. En profiter. Et pourtant, c'est le moment où surviennent quoi? Des tas de questions. Et ces tas de questions... Et tu vas moins faire le malin bientôt. Des questions qui ne sont pas d'abord d'ordre matériel ou d'ordre relationnel, mais d'ordre existentiel. Et le questionnement là, il va arriver, est-ce que la vie que je mène, elle correspond à qui je suis? Est-ce que le travail que je mène correspond à qui je suis? Ça fait peur. Elles sont déjà là. Ouais, alors... C'est effectivement pas le malin. Ouais, non, mais depuis le début, là, il se tasse. Hein. Mais là où c'est pas simple, c'est que pour ma génération, le questionnement existentiel est un questionnement de maturité. Pour la génération Y et suivante, c'est un questionnement initial. Il se le pose très tôt, cette question. Moi, je m'autorisais à me demander si j'étais à ma place, quand j'avais bossé, quand j'avais démontré un certain nombre de choses, et le questionnement existentiel arrivait comme une maturité. Ce qui est très difficile, les mots maintenant, ils ont 15 ans, 20 ans, et déjà, au nom de qui ils sont, ils veulent une vie et un métier qui correspondent à qui ils sont, qui ait du sens, qui leur permet de ménager leur vie personnelle et leur vie professionnelle, tout en ayant des amis, en étant bien payés tout de suite. T'as envie de leur dire, reviens en 20 kilos, quoi. On est quand même responsable. T'es trop léger. On est Ah oui. responsable de ce questionnement-là. Oui. Pourquoi? Parce que nous, on a traversé ces enjeux-là qui sont maintenant perçus plus ou moins, parce que ça va remettre en cause depuis 10 ans, ça. Je disais ça il y a quelques années, mais là, quand tu commences à descendre un peu dans l'anxiété qui est dans certaines régions, bon, c'est pas vrai partout. Hein. Puis c'est pas vrai à l'international. Je bouge un peu à l'étranger, c'est vrai en Occident, ça. C'est pas vrai en Asie. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est que à la raison de faire et à la raison de vivre, on a vu monter la raison d'être. Et la raison d'être, c'est ce qu'il y a de plus profond. Qui va toucher quoi? La profondeur de l'être personnel, ce qui va supposer quoi? De se connaître. Du boulot. Heureusement qu'en entreprise, on s'est mis à se poser des questions. Là, les RH, souvent, ont été dépassées parce qu'elles avaient des outils de formation pour quoi? Pour mieux produire ou mieux manager. Puis d'un seul coup, il fallait éclairer mieux être. C'est pas les mêmes repères.
Car le pompon, c'est le dirigeant qui vit ça. Moi, mon métier, c'est le conseil de direction. J'accompagne des dirigeants. Alors, le pompon, c'est le dirigeant qui a 45-50 ans, qui est en pleine responsabilité pro, en pleine responsabilité relationnelle, managériale, conjugale, familiale, et qui commence à se demander qu'est-ce qu'il fout là-dedans. Et ben, c'est très confort. Et là, il essaye de faire usage, toute ressemblance avec des situations existantes où il a existé. Puis, plus comme il se tasse, il fait moins le malin. Hein. Bon. Non, mais parfois, ça peut arriver plus tôt. Hein. Oui, du coup, au lieu de m'occuper de mes enfants, je passe des soirées. Voilà. Il va dans les sous-sols, on ne fait même pas du jazz et de la musique. Bon. Alors, pourquoi vous dire ça? Pour que vous compreniez qu'actuellement, et nos enfants sont les héritiers, hein, ils considèrent comme acquis les enjeux matériels, comme étant bénéficiaires des enjeux relationnels, et ils ont des interrogations très fortes dans l'ordre de l'être. Et très jeunes. Hein. Bah oui, sauf que tu m'énerves toi, bah oui ils ont raison, je suis d'accord. Et là, moi j'ai servi d'interface entre des managers d'une quarantaine d'années et de la génération Y qui ne se comprenaient pas du tout. Pourquoi? Parce que le manager cadra, il commençait à s'autoriser un tout petit peu à se poser ce genre de questions au nom de son parcours, puis il avait des minots en face qui avaient 0 parcours, qui avaient les mêmes questions, mais très tranchés quoi. Il n'y a pas de sens, je reste pas. Ça convient plus à qui je suis. Mais qui tu es? Je sais pas, mais ça ne convient pas. Vous voyez, les discordances. Alors pourquoi vous dire ça? Parce qu'on a vu monter dans le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport au travail, une émergence de l'existentiel. On l'a beaucoup psychologisé, moi c'est un peu le reproche que je fais, parce que l'être est plus profond que le ressenti psychologique. Et c'est venu toucher la personne et l'entreprise. Alors actuellement, quand on parle, est-ce que c'est un effet de mode? Moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que être capable de dire ce que vous faites, avec qui et pourquoi, ben ça s'appelle être un être humain. Je vous renvoie, c'est drôle de dire ça, mais Fillon a été ministre de Sarkozy à une époque, et à l'époque de la médiatisation des suicides chez France Télécom, il a lancé une grande étude des risques psychosociaux, des RPS. Vous trouvez ça en ligne, hein, RPS, Fillon. Et on a posé la question, qu'est-ce qui stresse les collaborateurs au travail? Vous avez toutes les réponses classiques. Hein. Charge excessive de travail, moyens insuffisants, difficulté avec la hiérarchie, manque de reconnaissance. Mais il y a un item qui est au-dessus de tous les autres. C'est la perte de sens, formulée comment? Je ne sais plus pourquoi je fais ce que je fais. Suis-je utile? Suis-je utile? Et là, on est où? On est dans la raison d'être. Donc, ce qui est extrêmement important de toucher, c'est que l'humain, contrairement à l'animal, un animal, si vous le domestiquez, vous lui apprenez une tâche à accomplir. Dans la relation avec lui, vous le respectez. Ça veut dire que vous ne l'épuisez pas, vous le nourrissez, il peut dormir. Il ne va pas se demander pourquoi il fait ce qu'il fait. Non? J'ai jamais vu une jument regarder son poulain en se disant « ça tombe mal en ce moment. Je vois ce que je vis avec son père, franchement. Non, il est là, elle allait, il tète, tout va bien. Non, ne me dis pas que ça serait mieux comme ça avec les femmes. Je vous sens arriver, vous. Hein? Non, madame pense différemment, elle pense. Ben, le propre de l'humain, c'est d'être capable, dans ce qu'il vit et dans ce qu'il fait, de se demander deux choses. Est-ce que ça correspond à qui il est? Identité, ADN. Est-ce que ça a du sens pour ce qu'il souhaite vivre? Finalité. Et donc là, on a deux repères clés qui émergent quand on parle de raison d'être. Maintenant, si, après ces quelques petits repères trop serrés, on arrive dans le monde de l'entreprise, on découvre quoi? Pendant des années, la raison de faire qui permettait d'exercer des métiers et de répondre à des besoins matériels suffisait. Et prenez nos générations. Si vous aviez demandé à votre grand-mère, mémé, mamie, granny, c'est vraiment lui parler, quand tu as épousé Pépé, souhaitais-tu t'épanouir en tant que femme? Moi, je ne sais pas vos grand-mères. Moi, ma grand-mère, il y a déjà deux mots compliqués. Hein. Épanouir et femme. La grande question, c'était pas de s'épanouir à côté de Pépé, c'était de survivre à Pépé. Vous voyez, bah attendez, vous n'avez pas connu Pépé, vous, hein. Fallait tenir le coup, hein. C'était pas, générationnellement, c'était pas du tout la question
en aimant l'autre, de s'épanouir et de devenir soi. Pour la génération de ma grand-mère. Je prends la génération de ma mère, si je reprends mes repères. Si je demande à ma grand-mère, est-ce quand ma relation avec Pépé a-t-elle été fondée sur le fait de t'épanouir en tant que femme? Fausse question. Deuxième question. Est-ce que, je demande à ma mère, maman, le travail que tu as choisi de faire, donc déjà il y a un mot chelou, choisi. Que ton mari t'a autorisé à faire. Voilà. Dans un moment d'égarement, parce qu'elle aurait dû rester à la maison, comme les autres. Voilà. Franchement, les temps que nous vivons. Est-ce que, en réalisant ce travail, tu souhaitais accomplir les talents dont tu es porteuse? Mais elle n'aurait pas compris. Si tant est qu'elle ait travaillé. Elle a travaillé, ma mère. Ah. Mais pourquoi elle a travaillé? Mon père construisait une boîte, c'était extrêmement précaire, il fallait un salaire qui soit à peu près stable. Elle était secrétaire, c'est tout. Est-ce que ça l'a épanouie? Non. Mais il fallait répondre à des enjeux matériels. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on est face à quoi? Une triple exigence. Ce que je fais doit correspondre à qui je suis. Ce que je vis doit m'épanouir et m'accomplir. Vous voyez la barre comme elle est montée haute? Et alors, étonnamment, l'entreprise actuellement est réceptacle de cette ambition. C'est ambitieux, hein? La barre est haute. Hein? La barre est haute. Et en même temps, moi, c'est ce qui me passionne, c'est qu'elle est un des lieux où on peut rendre ces choses accessibles et possibles. C'est ça qui est très étonnant. Alors parfois la barre est trop haute, parce que moi j'étais enseignant à une époque, on voit bien que les repères qui permettent de devenir qui on est, normalement on les acquiert un minimum en famille, on les affine à l'école, on les poursuit dans les études, et on arrive en entreprise. Maintenant, des jeunes qui arrivent, ils ont zappé les 3 premières étapes. Et on se retrouve parfois en entreprise avec des enjeux quasi de pédagogie ou d'éducation des premiers temps. C'est assez étonnant, hein. L'entreprise, c'est un drôle de microcosme actuellement. Alors, Est-ce qu'on ne lui fait pas porter trop de responsabilités Oui. à l'entreprise? ouais. Intervenir sur des sujets qui sont normalement du domaine de la vie Ouais. privée. Par moment, c'est border. Non, mais si le parcours avant a été réduit à ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et là, On prend que des anciens, plus jeunes. alors là, c'est pas simple, parce qu'il faut s'équiper. C'est-à-dire que répondre aux enjeux de formation pour mieux faire. Elle sait faire, l'entreprise. Répondre aux enjeux managériaux pour mieux accompagner les collaborateurs. Elle sait faire. Je ne dis pas qu'elle y arrive toujours, mais attendez, elle est quand même elle est équipée, quoi. Par contre, répondre à la question de la raison d'être. Ben là, elle a un tournant à prendre. Elle a un tournant à prendre. Alors, on aimerait simplement vous donner maintenant quelques items structurants sur qu'est-ce qu'on entend par raison d'être. C'est quoi la raison d'être? Alors, tu veux montrer ce qu'on dit de la loi Pacte? Histoire de dire que je ne suis pas d'accord? Non, je suis pas d'accord, mais je trouve ça un peu court. Alors, pourquoi on vous parle de la loi Pacte? Parce que c'est assez étonnant de voir que le vocable raison d'être est actuellement dans la loi Pacte. Ouais. Alors on va voir sous vos yeux émerveillés. Celui-ci, ce sera lui. Si la technique peut, bien sûr. C'est pour ça, je vous rappelais, hein, ce truc-là ne tombe jamais. Ça que tu l'as. C'est bon là, ça marche? Il faut laisser chauffer. Quand il fait ce bruit, on est bien. On laissera tout à l'heure. Alors, la loi Pacte, hein, je vous rappelle qu'elle est complètement d'actualité. Elle est issue du gouvernement Macron. Et elle vient pousser les entreprises à réfléchir sur la raison d'être. Alors, on va voir la définition. C'est intéressant de voir effet de mode ou levier de croissance. Là, je vous ai donné des grands repères d'évolution sociétaux, de voir que dans la loi actuellement propre à la législation du travail, le terme raison d'être a trouvé un appui. On a eu ensemble, cette raison d'être est le motif, la raison pour laquelle la société est constituée. Donc c'est ce pourquoi elle existe. Elle détermine le sens de la gestion de la société, donc c'est par où on va, et on définit l'identité et la vocation. La notion de raison d'être vise à rapprocher les chefs d'entreprise et les entreprises avec leur environnement à long terme. Elle constitue une forme de doute existentiel fécond permettant de l'orienter vers une recherche du long terme. Eh ben, vous faites bon les malins. Eh ben moi avec. Non mais c'est intéressant de voir que cette raison d'être, elle est présente actuellement dans les débats. Alors,
moi je vous en propose une approche, ouais, parce qu'on s'en servira, une approche plus ramassée. Pour moi, la raison d'être, vous pouvez la faire tenir sur deux notions structurantes de l'humain et du collectif. Collectif entrepreneurial, mais pas seulement. Quand vous regardez ce que c'est qu'un être humain et un collectif, il tient toujours debout entre deux notions qui sont structurantes. Alors l'entreprise, je découvre, mais la philosophie l'avait posée depuis un moment. Identité. En latin, idem, c'est le même, ce qui demeure. On appelle ça en entreprise les invariants. Les invariants. Alors, dans l'identité, vous mettez ADN, alors pas au sens d'acide désoxyribonucléique, mais au sens de ce qui demeure dans ce qu'est l'entreprise, qui n'est pas immédiatement soumis aux multiples et aux changements permanents. On va pouvoir parler aussi d'esprit, la manière dont l'identité, qui est l'entreprise, son ADN est vécu au sein de l'entreprise. Parce que vous pouvez avoir un ADN sur des chartes éthiques belles à pleurer qui n'est pas vécu. Donc il faut un esprit partagé. Et puis deuxième dimension de la raison d'être, finalité, le sens. Alors, sens, vous avez remarqué l'attachement affectif qu'il y a avec ces choses-là, on n'ose jamais s'en séparer. Ils écrivent plus dans les gars. Alors, qu'est-ce que j'entends par sens? On va le prendre dans toutes les acceptions qu'on a. Hein. Sens en français, c'est un mot assez étonnant, parce que vous avez quelle signification a ce que je fais, quel ressenti sensible j'en ai, la résonance, et dans quelle direction ça va. Le mot sens est riche en français. Mini en anglais n'a pas cette pertinence-là. Finalité. Et donc la raison d'être, elle va avoir pour objet de dire qui vous êtes, où vous allez et pourquoi. D'accord ? Et les entreprises, leur grand enjeu du moment, c'est d'arriver à allier qui elles sont, ADN, ce qu'elles vivent, on appelle ça comment en entreprise, on peut parler de dimension managériale, et ce qu'elles font, l'exercice des métiers au service du client. Et là, on est sur une attente extrêmement forte en 3D. Un ADN formulé, une identité formulée, un esprit partagé, qui va sourcer des relations internes et externes éclairées par cet ADN, et qui va nous permettre ensemble d'exercer nos métiers divers au service du client. Et on retombe sur les 3 catégories que je vous ai données au départ, l'être, je termine là-dessus, le vivre et le faire. Et ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est sur le dévoilement, en grec aletheia, qui veut dire vérité, c'est lever le voile. C'est un A privatif, le dévoilement de l'être, pour arriver une fois qu'on arrive à formuler l'ADN de l'identité, qui puisse en interne générer un esprit commun qui nous permettra de vivre ensemble et de travailler ensemble. Les bénéfices, je vous les donne rapidement. Premier bénéfice, c'est de répondre aux grands enjeux du moment. C'est une réponse aux grands enjeux du moment. Les entreprises qui le font, celles qui ne vont pas parvenir à le faire. Deuxième effet, en interne, ça fédère. Parce qu'on peut avoir des métiers différents, des relations diverses et un ADN commun, et on partage un esprit commun. Donc ça fédère et ça génère de l'appartenance. D'accord ? En externe, ça fait quoi? Ça différencie.
Pourquoi? Parce qu'une entreprise autre ayant les mêmes métiers n'a pas le même ADN. Ça différencie en externe. Ça permet quoi? L'appartenance, la fédération, la différenciation, ça génère de l'attraction. Jeunes collaborateurs, clients. Et puis le dernier élément, ça pérennise. Ça vous inscrit dans le temps, parce que l'ADN, c'est ce qui demeure. La raison d'être, c'est ce qui demeure. Et les 3 mots-clés, ça répond à qui vous êtes, le sens que vous donnez à ce que vous souhaitez faire, et ça vous emmène plus loin que ce dont vous percevez en capacité de réaliser. La raison d'être, elle vous donne un souffle nouveau, parce que vous accomplissez plus grand que vous. Tony vous a parlé des grandes interrogations qu'on vit. Il a parlé de disruption, il a parlé de bifurcation en fait. Enfin, si tu l'as évoqué. Je vais vous montrer ce qu'on... Alors vous savez, les entreprises se transforment et on doit vivre ça. Je vais partager avec vous les grandes bifurcations qu'on vit. Mais avant de le faire, il y en a une notamment, et c'est nouveau, c'est qu'avant, nous, on travaillait avec Denis, on travaille sur des entreprises proprement dites. Là maintenant, la grande nouveauté, c'est qu'on travaille sur des métiers proprement dit. Alors Denis le fait en accompagnant des métiers comme les experts comptables, comme les commissaires aux comptes. Vous savez que les commissaires aux comptes, la loi PAC a un petit peu changé leur vie. Ils ont juste perdu 80% de leur potentiel client. Ça, si ce n'est pas une disruption, je ne connais pas. Et on travaille sur une autre population qui est en train de voir par la loi PACT aussi son métier complètement évolué, qui s'appelle les notaires. Est-ce que vous savez pourquoi les notaires, vous savez en quoi ça change leur métier? Qu'est-ce qui s'est passé après la loi PACT? Tu sais, Jean-Luc, ou pas? Ils vont avoir une concurrence débordante. Ils étaient sur des métiers où c'est tranquille, tu pouvais faire ça de père en fils, entre guillemets tranquille, mais c'était protégé, c'était officier ministériel protégé. Tu avais ton étude, tu savais. Aujourd'hui, effectivement, tu peux t'installer beaucoup plus facilement, il n'y a plus de numéro clausus, et puis bien sûr, les avocats vont pouvoir faire les mêmes métiers qu'eux, donc ça s'ouvre à la concurrence. Ça, c'est une vraie disruption de métier. Donc ils se posent des questions existentielles, les jeunes ne veulent plus faire notaire. Ils ont du mal à attirer les jeunes. Parce que les jeunes se disent, c'est quoi? Ça ne sert à quoi d'être notaire? Parce que moi, ça sera quoi mon... D'abord, il y a une mauvaise, en plus, il y avait une mauvaise image. Le notaire, c'est celui qui vous pique les sous. Hein, donc, les jeunes qui se posent la question pourquoi j'y vais, ben, ils s'interrogent. Et donc, ces métiers-là sont vraiment en train de s'interroger fortement là-dessus. Ce qui fait que nous, on les accompagne. On accompagne la jeune chambre de notaires et les chambres des notaires du Rhône sur cette réflexion-là. Et quand on a pris les jeunes en séminaire, vous verrez, c'est super, on leur a fait travailler effectivement sur ce que disait Denis, sur l'ADN, l'ambition, la mission, c'est quoi votre métier, c'est quoi votre ambition, qu'est-ce que vous voulez être, et c'est quoi votre mission, pourquoi vous êtes fait. Et on leur a demandé c'est quoi la raison d'être. Et on va vous montrer qu'est-ce qu'ils nous ont répondu. Je vous laisse le lire. Je le lis avec vous. La raison d'être du notaire, c'est d'harmoniser la société, de pacifier les relations entre citoyens dans un monde en perpétuelle évolution et de garantir son équilibre. Vous voyez, c'est pas ce qu'on pense d'un notaire. Hein? Et quand ils ont vu ça, ils se disent, ça y est, nous on sait maintenant ce pourquoi. C'est des étudiants, hein, ils sont en alternance entre travailler dans les études et puis faire leurs études en parallèle. Et ils se sont dit, ça y est, maintenant on sait pourquoi on veut faire ce métier. Et voilà ce qu'ils ont trouvé en étant, c'est ça notre raison d'être. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on a travaillé avec eux en formulation. Ils sont montés sur la scène à l'Assemblée Générale. Il y avait 300 notaires, des vieux de la vieille, notaires, notabilité, vous voyez. Et devant les 300 notaires, ils ont affirmé, nous en tant que jeunes, quant à notre métier, voilà notre raison d'être. Avec une fierté. Ça bouscule aussi pour eux et peut-être pour les vieux notaires, la manière d'être notaire. Bien sûr, ça bouscule tout. Et l'image de Transnon, c'était pas forcément ce qu'il y avait. Et c'était c'est ça. pas du tout. Et ça met une exigence. Ils sont pas dit de bon vivant. Qui va en lien avec la fierté. Hein, mais bon, c'est comme ça, grand. Ça met une grande. Exactement. Ouais, parce qu'on leur a dit avant, vous étiez des gros travailleurs, mais des petits vivants. Et du coup, on a le droit d'aller voir son notaire et prendre le truc, vous dire. Est-ce que tu veux bien être un grand vivant? Parce que j'ai
Ils ont tous les J'aimerais bien ça colle à la charte. À la réalité, Hein ouais, c'est en train de faire son chemin. Ouais, C'est en train de faire son chemin et Moi, justement. mon père, c'est aussi un ami, mais il a du boulot pour Il a arriver du là. boulot, pareil. C'est du beau boulot. Hein. Il y a de la marge, hein. Oui, mais enfin, on va passer la soirée sur les notaires. Mais mon grand-père qui était notaire, il pacifiait les relations entre les citoyens. Vraiment, dans la conscience, bien sûr. Je parle de ça il y a. C'était dans les années 70, 60-70. Ouais, exactement. Donc ils ont retrouvé du sens par rapport à ça. Dans les métiers qui vont faire le pays, qui vont pas de notaire. Exactement. Exactement. Qu'ils ont dit, les gens viennent en France parce qu'on sait qu'en France, au moins, on sait qu'on peut être propriétaire. Ce qui n'est pas sûr en Grèce, par exemple. Quand vous achetez un terrain en Grèce, vous ne savez pas si vous êtes propriétaire un jour. Parce que, donc là, au moins, c'est un... Moi, ce que je trouve dans tout ce qui est résultat, ça, c'est vraiment une mécanique de projet d'entreprise. Hein. Alors, en vérité, c'est ce qu'on nous manque dans le parfait manuel de je fais un projet d'entreprise dans mon entreprise. Il n'y a qu'une dimension qui manque, c'est est-ce que j'y crois vraiment, comment je suis chef d'entreprise, et voilà, c'est l'ambition, et c'est bien le fait de faire un vrai engagement. C'est pas une mécanique, il y a un moment D'où les moussages du chat. Mais tout à fait. Si le dirigeant, ça vous venez d'employer un mot qui est Ouais, ça, extrêmement c'est important, c'est que la raison d'être ne fait pas appel aux sachants mais aux croyants. Et là on a un vrai souci, c'est que vous avez, et moi je me refuse, on est libre parfois de chercher comme tiers pour formuler la raison d'être, mais je me dérobe si c'est pas pour qu'ils y croient qu'ils la traduisent. Ça sert à rien. Et, Après que ça soit le leitmotiv de manière à Elle doit envoyer les gens. Elle doit être incarnée, sinon ça reste du marketing. Oui, C'est-à-dire, oui, ça mais reste- justement, au marketing, il y a une autre Mais- équipe de et du croyants, mauvais il y a les croyants d'en face aussi, qui eux, dont j'en fais partie, ne sont pas encore complètement convaincus, même s'ils adhèrent à cette idée-là, qu'ils sont harmonisateurs et pacifieurs. Ça revient à la question de l'incarnation. Oui, On va y croire parce qu'ils le vivent. Parce qu'ils le vivent, parce exactement. qu'ils le vivent, On va parce pas qu'ils y vont on va pas y communiquer. croire parce qu'ils le vivent pas. Et on sera d'autant plus exigeant qu'ils affichent un truc qu'ils ne vivent pas. Exactement. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce qu'à Champs, ils vont jusqu'au bout. Donc, on accompagne les jeunes notaires pour leur dire, bah maintenant, alors ok, bah, comme maintenant vous connaissez votre raison d'être, vous connaissez votre ambition, quel management vous voulez avoir et quelle relation vous voulez avoir avec vos clients aussi. Parce que pour incarner tout ça, il faut aussi qu'ils s'inscrivent aussi dans ce qu'ils vont faire. Le processus qu'elle décrit là, il est extrêmement important pour éviter ce que vous dites. C'est-à-dire que si on veut que la raison d'être ne soit pas un truc nébuleux dans les nuages, qui émerveille tout le monde et qui ne sert à rien, il faut se demander comment on la décline en interne et comment on la décline en externe. Sinon, pardon, ça ne sert à rien. C'est un travail, comme disent les Américains, c'est du bullshit. Et nous, quand on accompagne une entreprise, on est extrêmement attentif à ça. Parvenir à sa formulation, d'accord ? Une vision, elle doit avoir deux effets. Être éclairante, mais transformante. S'il n'y a pas de transformation, et là je reviens sur ce que vous voulez dire, c'est pire que quand il n'y a pas de vision. Oui, créer l'ancrage, c'est ça votre rôle. Après, une fois qu'on a enlevé l'ancre, il ne faut pas que le bateau il parte tout seul. Hein, le job après, c'est de trouver des gens qui vont être au sein du collectif autonome pour porter ce qu'on met en œuvre. On s'est rendu compte que, vous voyez, quand on est sur la raison de faire, il suffit que le dirigeant maîtrise à peu près les compétences pour que ça soit opérant. Sur la raison de vivre, il suffit qu'il ait un petit peu un sens dans la relation à l'autre, un peu de charisme, et qu'il sache embarquer, ça suffit. La raison d'être, pour qu'elle soit opérante, suppose, signifie, exige que le dirigeant fasse un travail intérieur sur lui. Sinon, ça sonne faux. Et là, on est au carrefour d'une exigence qui est très très nouvelle dans l'entreprise. C'est que si on veut que le corps se change, il faut que la tête se change. Quand je dis la tête, c'est pas que le dirigeant, c'est l'équipe dirigeante. Voilà. Et ça, c'est très nouveau. Et ce qu'on voit actuellement, si vous voulez, c'est que tu peux m'enlever du... Merci. Ce qu'on voit actuellement, c'est que le constat dans lequel actuellement nous sommes, on a des entreprises qui perdent du souffle. Un monde qui, par les grandes fractures sociétales, environnementales, économiques, je ne vous les fais pas toutes, 5 grandes, on voit bien qu'on est sur un tournant, il y a un truc qui se joue actuellement. Et puis on a plein d'hommes et de femmes de bonne volonté qui se disent, mais il faut faire quelque chose, quoi.
Et là, c'est difficile parce que si on ne pige pas ce qui se joue, on va le subir, on va pas en être acteur. Puis une fois qu'on commence à le piger, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ça serait bien que Muriel vous parle un peu de ce qu'il habite, parce que moi je conseille des dirigeants depuis une quinzaine d'années en France et à l'étranger, et je suis très frappé de voir que ce constat sur le fait qu'on vit non pas une amélioration, mais une mutation, il est partagé, mais comme une évidence, par plein de monde. D'accord ? Mais une fois qu'on a dit ça, tu as nombre de dirigeants qui se disent ouais, si je veux l'impulser dans la boîte, faut que je le vive moi, quoi. Ouais. Et après, oui, je fais comment? Vous voyez? Et là, on bute sur un comment. Pourquoi? Parce que les repères pour mieux faire ne sont pas adaptés à un changement radical dans l'ordre de l'être. Les repères du mieux vivre sont insuffisants à éclairer une transformation dans l'ordre de l'être. Donc là, on sent la nécessité actuellement d'avoir de nouveaux repères qui vont permettre d'avoir les nouveaux paradigmes pour être capable, de devenir soi et d'être soi-même en changement, en croissance, pour après l'impulser dans l'entreprise. Et Muriel va vous parler de ce qu'il a... Cet impact, tu l'as eu, cette compréhension, tu l'as eu, et tu as eu à cœur d'être à l'origine de créer quelque chose qui soit en même temps adressé à la singularité des personnes, dirigeants, et puis en même temps mobilisant un collectif pour vivre ce changement. Oui, donc en fait, on en revient à ce que je vous expliquais au début. Vous comprendrez tout ce cheminement, en fait, ces cheminements que j'ai faits, tous ces constats, les bifurcations qu'on est en train de vivre, qui sont des vrais changements, les changements dont vous a parlé Denis, qui nous amènent à la raison d'être. Pour résumer, j'aime beaucoup cette phrase, c'est l'enjeu de la chenille, c'est pas d'apprendre à courir, c'est de se transformer en papillon. Je pense qu'elle parle à tout le monde. Et fort de ce constat, ça veut dire que si on ne se transforme pas, on aura du mal à transformer son entreprise en fait. Et que la première transformation, elle commence par soi-même. Donc fort de ce constat, je me suis dit comment je peux faire pour donner les ressources, parce que le monde est complexe. Il y a des fractures qui sont en train de se passer, il y a des mutations qui n'ont jamais été... C'est tous les 550 ans qu'on vit ça. La dernière, c'était à la Révolution, c'était effectivement à la Renaissance. Donc c'est bien, on vit une époque formidable. On est dans une zone de turbulence, vous savez, ça s'appelle comme ça les perspectives, on est dans une zone de turbulence entre un ancien monde et un nouveau monde, un ancien monde compliqué, un nouveau monde complexe. Et il faut avoir des clés de compréhension de ce nouveau monde. Parce que si on n'a pas les clés de compréhension de ce nouveau monde, qu'est-ce qui se risque de se faire? C'est que la bascule, elle va se faire plus ou moins vite. Si elle ne se fait pas, il y a des risques de régression. C'est ce qu'on vit en ce moment dans certaines catégories du monde. Donc, et en tout cas, il y a des risques de fracture qui peuvent se faire jusqu'à l'entreprise, qu'on disait, entre les anciennes générations et les nouvelles générations, etc. Donc, il faut avoir des vraies clés de compréhension. Et pour ça, il faut avoir des vraies clés de compréhension intérieures aussi.